On connaît tous cette histoire. Vous descendez les escaliers car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine. Mais arrivé là, vous vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère, cachée sous les escaliers. « Ne va pas dans la cuisine », dit-elle. « Moi aussi je l'ai entendu. » C'est juste une de ces histoires idiotes. Mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardez votre mère sous l'escalier. Mais maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'avait son visage. Elle tremblait de peur, le regard empli de terreur. « Viens ici !» disait-elle. « Vite !» Mais de l'autre côté, se tenait votre mère dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange, mais elle était si grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors, vous avez couru vers elle. Vous n'aviez que 4 ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre ? Elle avait hésité quelques instants avant de vous enlacer en retour. Et à ce moment-là, la mère qui était sous l'escalier avait disparu, pour toujours. Vous avez fait un choix, vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous vous posez des questions. Votre mère vous regarde, quelquefois, avec une expression étrange, comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis un jour, vous entrez au lycée. Elle vous regarde encore, curieusement, distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant, avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix ? Avez-vous choisi la bonne mère ? Et pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant ? Je n'aime personne. Je ne me suis jamais demandé pourquoi, car au final, quelle importance ? Vous me direz peut-être que je suis anormal, ou que j'ai trop souffert. Ne vous fatiguez pas, j'assume parfaitement d'être ainsi, et si vous étiez à ma place, vous seriez tout autant à l'aise. La politesse, les faux semblants, les sourires forcés me fatiguent et m'écœurent. Les rires des enfants m'insupportent au plus haut point, et je rêve juste de leur coudre la bouche à tous ces braillards. Et ne parlons même pas de ces chats et chiens qui envahissent ma pelouse et auxquels je décoche des billes de plomb avec un lance-pierre depuis ma fenêtre. L'autre jour, j'ai même réussi à en tuer un en lui flanquant une bille directement dans l'oreille. Le son mélodieux des pleurs de son petit maître est parvenu à mon oreille quelques minutes plus tard. Celui-là au moins ne viendrait plus m'emmerder. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain du jour où j'ai buté ce sale cabot, un couple est venu frapper à ma porte. Les parents du petit. J'ai d'abord faim de ne pas les entendre, mais ils ont continué à tambouriner à ma porte comme des idiots. Comme je ne répondais toujours pas, ils ont commencé à me traiter de tous les noms. Je me suis assis derrière la porte, me délectant de chaque injure qui révélait ainsi leur vraie nature. Ils ont fini par renoncer et ont tourné les talons pour ne plus jamais revenir. Mais c'était sans compter le affreux marmot qui s'est mis en tête de se venger. Étrangement, celui-là m'a vraiment impressionné. Vous voulez savoir pourquoi, n'est-ce pas ? Votre côté sombre veut savoir. Vous en mourrez d'envie. Je le sens. Je le sais. Je vais satisfaire votre curiosité. Je travaillais tard ce soir-là, collé à mon ordinateur pour surveiller à distance les magasins dont j'étais le gardien virtuel. J'avais déjà signalé 4 voleurs à la police. La soirée s'annonçait monotone, comme toujours, car aucun de ces pitoyables voleurs à l'étalage n'était assez futé pour échapper à mon œil expert. Je gagnais bien ma vie, mais je m'ennuyais depuis que j'avais été licencié de l'asile où je travaillais pour avoir oublié de donner ses médicaments à Calvin, un type réputé dangereux. Enfin, quand je dis « oublié », c'est la version officielle que je leur ai fournie. Et ces imbéciles m'ont cru. L'expérience n'avait pas été dénuée d'intérêt cependant. Calvin avait au final déchiqueté la gorge d'un autre patient avec ses dents, car celui-ci faisait trop de bruit en mangeant. Le spectacle de tous mes collègues affolés, tentant de retirer cet homme agrippé au cou de sa victime, m'avait donné le sentiment qu'enfin, le monde tournait rond. Bref, alors que je scrutais mon écran à la recherche de ces voleurs de pacotille,
j'ai entendu un bruit de verre brisé au rez-de-chaussée. J'ai d'abord cru que c'était un cambrioleur, et j'ai saisi le pistolet qui se trouvait dans le tiroir de mon bureau. Je suis descendu, en évitant de trop faire craquer les marches, et me suis mis à la recherche de cet intrus. À ma grande surprise, il n'y avait personne dans la maison. La brise agitait le rideau à travers la fenêtre brisée, et une grosse pierre était venue finir sa course sur le tapis de la salle à manger. Mais alors que je m'apprêtais à descendre à la cave, chercher des planches pour calfeutrer la fenêtre, j'ai dévalé les escaliers, poussé par 2 petites mains. J'ai perdu connaissance en heurtant le chauffe-eau, et me suis réveillé attaché. Le gamin avait réussi à faire distraction, et m'avait balancé dans les escaliers, sans hésitation. J'étais impressionné, malgré l'audace dont il avait fait preuve en s'introduisant chez moi en pleine nuit. Il semblait encore hésitant, assis sur le rebord d'une marche. Il m'a regardé sans mot dire pendant un long moment. « Alors petit, que comptes-tu faire maintenant ? J'ai tué ton abruti de chien, et tu as bien failli me tuer en me poussant dans l'escalier. Que veux-tu de plus ?» Il ne m'a pas répondu. Je l'ai regardé tordre ses doigts, nerveusement, pendant au moins une bonne heure. Puis, il s'est levé. Lentement, d'un pas peu assuré, il est remonté à l'étage. J'ai entendu les bruits familiers de la cuisine. Le réfrigérateur qu'on ouvre, la chaise qu'on tire et le grattement d'un couteau. Il mangeait. Sa froideur soudaine face à une telle situation a mis mon cerveau en ébullition. Cet enfant n'était plus le même que celui qui avait pleuré sur le cadavre de son chien l'autre jour. Il avait évolué, et j'ai attendu avec impatience qu'il redescende me voir. Il ne s'est pas trop fait attendre, et son petit visage poupin s'est dessiné dans la lumière pâle et sale de la cave. Il devait avoir 12 ans, tout au plus, brun, des yeux clairs et l'allure d'un enfant de cœur. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais son regard me transperçait tant il était empli d'une soudaine envie de vengeance. Admirable, j'ai pensé. Il a sorti le pistolet de derrière son dos, et d'une main tremblotante, sous le poids de l'arme, l'a soulevé en direction de ma tête. Vas-y, tire, gamin. Ce ne serait que justice après tout. Hein? Pourquoi tu hésites? Pourquoi vous avez tué mon chien? À cause de vous, tout a recommencé. Sa voix tremblait. Ah, tu ne pleurais donc pas pour ton chien l'autre jour. Je me trompe? Fermez-la ou je tire! Tu peux, mais dans ce cas, je pourrais plus t'aider. M'aider? Mais qui vous dit que j'ai besoin de vous? Toi? Une larme s'est mise à couler sur sa joue, et il a baissé son arme, la laissant choir au sol dans un petit nuage de poussière. J'étais toujours ligoté, et je commençais à sentir mes jambes s'engourdir. Je lui ai demandé de me détacher, et à mon grand étonnement, il l'a fait. D'un geste rapide, je l'ai saisi par la gorge, puis je l'ai soulevé, laissant ses petits pieds s'agiter dans les airs jusqu'à ce qu'il perde connaissance. À son réveil, il a cligné des yeux, puis m'a regardé, l'air soudain effrayé. Première leçon, gamin, ne pas avoir la moindre compassion. Il caressait son cou endolori, attentif à ce que je lui disais. J'en ai profité pour le faire parler. Non pas que sa petite vie minable m'intéressait, mais son secret attisait ma curiosité. Ce que j'ai découvert m'a conforté dans l'opinion que j'avais de l'humanité, effroyablement cruelle et sans aucune retenue. Et il m'a expliqué que ses parents lui avaient offert ce chien pour ne pas avoir à jouer avec lui et qu'il l'avait menacé de représailles s'il le perdait. Il se montrait prompt à le battre pour n'importe quelle raison. Mais le petit se servait du chien comme excuse pour sortir souvent de la maison et avait esquivé bon nombre de corrections depuis son arrivée dans la famille. Le jour où il avait ramené le cadavre du chien, ses parents l'avaient battu si fort qu'il avait fini par s'enfuir et se cacher jusqu'à la nuit tombée. Nuit durant laquelle il s'était introduit chez moi. « On fait quoi maintenant ?» Il m'a demandé insistant. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, tu veux dire ? Vous avez dit pouvoir m'aider, mais vous me laissez me débrouiller seul finalement. C'est votre faute si tout ça est arrivé. » Je l'ai attrapé par le col et lui ai collé le pistolet sur la tempe. « Tu as peur ? Deuxième leçon, ne pas avoir peur de faire ce qui doit être fait. » Je l'ai relâché, puis je lui ai donné le pistolet. Il est sorti au petit matin, l'arme cachée sous sa petite veste. Je ne l'ai plus revu. Mais le soir même, en allumant ma télévision, il y avait un flash info que je n'oublierai jamais. Un couple avait été abattu chez lui, et le gamin avait été emmené à l'hôpital suite au choc psychologique, mais ne présentait aucune blessure. Aucune blessure. Les mots me font encore sourire maintenant.
Oui, cet enfant est définitivement très impressionnant. Bonsoir tout le monde. J'aime lécher le sang des gens. Je vois vos superbes visages, soyez pas tristes. Venez. Bordel de merde! Vous avez vu ça? Oui, Skull, en effet. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis Lemon Lime Skull. En d'autres termes, c'est mon pseudo. C'était la première fois que j'entendais parler de Funny Mouse, et j'aurais bien voulu que ce soit la dernière. Toutes les personnes qui ont passé du temps à bavarder sur le chat doivent connaître ce mec bizarre, qui va et vient. Les gens se précipitent ensuite dans le chat pour lui poser des questions complètement folles, ou tout simplement pour troller. Le premier truc qui m'a paru étrange au sujet de ce type, Funny Mouse, est le fait qu'il allait et venait sans objectif particulier. Il ne venait pas pour embêter quelqu'un, il ne demandait pas si quelqu'un sur le chat savait comment réparer son ordinateur ou supprimer un virus. Il est juste rentré dans le chat, a tapé des mots au hasard, et il est reparti. Non mais vraiment, c'est quoi ce bordel? Aucune idée. Il est dans un autre chat si vous voulez savoir. Hashtag 100. Non merci, monsieur. Abruti. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. J'ai suivi ce gars sur un autre chat. Je ne suis pas du genre à importuner les gens ou à me disputer avec eux. Généralement, j'évite à tout prix ce genre de choses. Même si parfois, quand les gens commencent à me chercher, je m'énerve, mais à un point. Je crois que ce que je suis en train de dire, c'est que je ne savais même pas pourquoi j'avais suivi ce mec ici. Hey, il était là, dans le chat. Alors tu me fixes. C'est pas sympa. Désolé, je viens de le faire. Tout va bien. Je vois. Je ris à haute voix. Il était étrange, mais inoffensif. Tu peux revenir sur hashtag Griffercel si tu veux. On ne va pas t'embêter, alors ne t'inquiète pas à cause de ça. Ou pas. Peu importe, mec. Tu me sembles intéressant. Et puis, je m'ennuie ce soir. Je m'ennuie aussi ce soir. Je ne fais toujours pas. Tu ne fais toujours pas quoi? Je ne fais toujours pas, c'est ça. Je ne fais toujours pas parce qu'ils font toujours pas et voilà. Je deviens idiot. Ok, ben à plus. Et après ça, je suis parti. Je suis très vite passé à autre chose. C'était sûrement quelqu'un qui déconnait un peu trop, ou un crétin qui ne savait pas comment utiliser correctement un programme de chat. À l'aide de son chat, ce qui semblait être une tentative désespérée pour attirer l'attention. J'aurais aussi pu faire ça et être pété de rire. Mais ouais, c'était stupide. Rien. Je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Ah, bienvenue sur Internet. Ce qui est triste, c'est qu'en dehors de toi et moi, ce mec, c'est le seul membre actif ici toute la nuit. Le silence a régné sur le chat pendant des heures. J'ai donc réduit la fenêtre et je me suis retourné à mon travail. Il y a quelqu'un? 8 membres sur le chat, pas un seul actif. Ennuyeux. Pourquoi vous êtes si ennuyeux? Debout. Il m'a fallu quelques secondes pour le voir. Funny Mouse. Là, à nouveau, me fixant. Je me suis effondré en soupirant. Ah, pas cette merde encore. Puis j'ai remarqué qu'il n'était plus dans le chat. Hey, vous avez vu? Et bien sûr que non, vu que vous êtes tous inactifs. De toute évidence, c'était un problème avec mon navigateur ou le serveur. Le message avait été envoyé un peu plus tôt dans la nuit. C'est des choses qui arrivent. Pourtant, ça m'a effrayé. Après quelques minutes, un étrange sentiment m'a traversé le corps. Le sentiment qu'il y a un truc que je n'aurais pas dû faire. J'ai décidé d'arrêter de m'embêter avec ça, et j'ai fermé l'ensemble du programme de chat. Bien sûr, j'aurais pu rester dessus comme tout allait bien, mais pourquoi s'embêter à essayer de prouver que je n'étais pas effrayé? Et merde, personne n'était encore là pour me voir quitter le chat. Quelques heures plus tard, après avoir traîné sur internet, je suis allé au lit. Une chose sur laquelle je me suis toujours vanté, c'est que je ne fais jamais de cauchemars. Du moins,
pas régulièrement. Habituellement, s'il y a des monstres ou des fantômes ou des guerres nucléaires dans mon rêve, je peux le contrôler et je m'amuse bien. Je peux tirer dans la tête des zombies, me dire que les fantômes ne sont pas réels tandis que je ris d'eux. Et s'il y a une catastrophe, je sais toujours comment me mettre en sûreté tandis que tous les autres se font cramer. Je n'ai fait peut-être que 4 vrais cauchemars pendant les 10 dernières années. Et oui, je suis tout à fait sérieux. Le premier cauchemar de ma vie d'adulte était en 2005. Je venais de rompre avec quelqu'un qui avait été avec quelqu'un d'autre, depuis plus d'1 an derrière mon dos. Cette nuit-là, alors que je réussissais enfin à retrouver le sommeil, j'ai rêvé qu'elle était attachée à une table médicale et une créature a aspiré son cerveau à travers une espèce de machine organique. Le cerveau criait sans cesse. Le deuxième cauchemar m'a fait visiter un centre médical où il y avait des expériences sur des nouvelles méthodes pour sauver des vies. Il y avait une fantastique visite de cette installation de haute technologie. Beaucoup de merveilles de la science moderne, les gens en blouse blanche, etc. Puis, j'ai été conduit à une salle où 3 victimes d'un accident de voiture avaient été sauvées par leur technique. Cela comprenait une jeune fille dont le visage avait été complètement distendu et accroché autour de sa poitrine, et une femme qui n'était qu'un amas de membres coupés, tous maintenus ensemble par un long fil comme un cerf-volant de chair. Le troisième est venu peu de temps après le précédent. J'étais accosté par 2 personnes, une qui voulait m'insulter sans fin, et l'autre qui essayait de me pincer et de me tordre, sans succès. En pensant que je pouvais contrôler ce rêve comme d'autres, j'ai mis les 2 hommes les uns contre les autres, pensant que ce serait une sorte de justice poétique. Au lieu de cela, ils me pincèrent de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils se mettent à tirer sur mes joues. L'autre a saisi sa langue et a tiré dessus furieusement, jusqu'à ce qu'elle soit sortie. Puis, il a tiré les paupières de l'autre mec en une espèce de déformation grotesque. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que même si j'ai eu des cauchemars, je n'ai jamais été la cible de toutes sortes d'horreurs. Ça a toujours été une sorte d'empathie liée à quelqu'un d'autre se faisant brutaliser. Cette nuit, cependant, c'était différent. Dès que je me suis endormi, j'ai commencé à rêver. Le plus souvent, c'était un rêve récurrent où j'étais dans les bois, en train d'observer les animaux et les oiseaux, et où je me comportais plutôt froidement. Je m'allongeais dans l'herbe et je regardais le ciel. C'est un rêve dont je me réjouissais toujours, parce que même si j'avais eu une journée de merde, j'allais me réveiller heureux et prêt à commencer une nouvelle journée. Cette fois, le script avait changé. J'étais posé dans l'herbe, mais pendant que je regardais le ciel, j'ai senti quelque chose d'étrange. C'était froid. Ça se tortillait sur mon cou. Dans mon rêve, j'ai regardé mon cou et j'ai retiré un gros ver qui se tortillait. Les vers de terre me dégoûtent. Si j'en vois un dans la cour, je vais de suite prendre une pelle et le mettre sous un tas de terre pour ne plus le voir à nouveau. Dégoûté, j'ai poussé le ver de côté et j'ai continué mon rêve. Et puis, encore cette sensation, moite, humide, se tortillant sur le côté de mon cou. J'ai tiré un autre ver, et encore un autre. La 3e fois, mon sentiment de confusion et de peur est devenu si fort que je me suis immédiatement réveillé. C'est ce qui arrive généralement quand il y a vraiment de la merde dans mes rêves. Game over. J'ai trouvé le problème, du moins, je pensais l'avoir trouvé. J'ai palpé mon cou et j'ai découvert un fil visqueux sur ma peau. Logique. J'avais dû baver dans mon sommeil. Pas de quoi être fier, mais pas exactement terrifiant non plus. Mon rêve avait dû transformer ce fil de bave en créature de la forêt. Mais le plus inquiétant, cependant, était le fait que le lit autour de moi semblait porter des marques. 4, pour être exact. C'était presque comme si quelqu'un s'était tenu au-dessus de moi, sur ses mains et genoux pendant que je dormais. Il y avait beaucoup de raisons pour que ça arrive. Mais c'est à partir de cette nuit que j'ai commencé à avoir un sommeil très léger. La moindre petite chose, comme le bruit d'un ventilateur de plafond, me réveillait tout de suite. Je n'avais aucun intérêt à aller dans les bois la nuit. Le matin venu, je me suis préparé pour sortir de la maison et enlever les toiles d'araignée. Je comptais aussi vérifier rapidement mes mails pour m'assurer que je n'avais pas eu de transaction. Surprise. Je me suis bien amusé à te parler, ça peut être drôle encore, tu vas voir quoi. Je n'aime pas arrêter. Comme vous vous en doutez, je n'avais pas donné mon adresse mail à ce con. Cependant, réponse logique, quelqu'un d'autre du chat avait dû lui donner. Il est évident qu'il était revenu à Riversale, avait demandé à quelqu'un si j'étais là, et ce connard m'avait trahi, sachant que je ne donnais pas mes coordonnées personnelles. Quoique, le mail était daté de 2h40. C'était à peu près le moment où je suis allé au lit.
quand tout le monde sur le chat était absent. Même si je savais que j'étais une sorte d'appât, je lui ai répondu. Ouais mec, je suis pas vraiment sûr que je veuille que tu m'envoies des messages. C'était clair, il n'y avait aucune équivoque dans le message que j'avais envoyé. Je croyais qu'il était clair, et qu'il n'allait plus me répondre en commençant une guerre. Mais bien sûr. Vas-y, ne sois pas triste à propos de ça. Je sais que tu aimes quand on s'amuse. C'est bon même. Et j'ai bloqué son adresse. Après quelques minutes, je me suis dit que tout était fini, et je me suis assuré que ma journée se passerait bien. Jusqu'à mon retour le soir, j'ai eu une sensation froide qui se tortillait dans mon estomac. Encore et encore, ça ne s'arrêtait plus. Et je ne savais même pas pourquoi. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. J'avais une idée là-dessus. J'ai vérifié mes mails. Rien de Funny Mouse. Mais il y avait un mail de George. Et refairesale.com est foutu. La page ne charge plus. Quand tu seras en ligne, tu pourras jeter un coup d'œil? Paix carotte, Georges. J'ai laissé échapper une multitude de mots grossiers. Si le serveur s'est arrêté, ça voulait dire que les chatrooms aussi. Et j'avais été dehors toute la journée sans aucun moyen pour que George me contacte. Si j'avais fait un peu plus attention à mes informations personnelles, il aurait pu simplement m'appeler. J'ai chargé le site et j'ai attendu la page d'erreur. Mais au lieu de ça, ça m'a redirigé vers une autre page. 100.com. Ouais, je vois ça. Ça redirige vers un site avec une grande tête pixelisée qui a une drôle de langue. Je pense que ça doit être un coup de Funny Mouse. Tu lui as donné mon mail. Et mon nom avec? C'est une page d'erreur 404. Je sais pas ce que t'as pris, mais j'en veux. Tout ce que je vois, c'est 5.com. C'est un avis? Bientôt? J'ai donné cette merde à personne, Georges. Très drôle. Ensuite, George m'a envoyé un screen du site qui donnait une erreur 404, avec l'avis bientôt, pour sang.com. Ça aurait pu facilement être un fake de sa part. Mais pourquoi? Je veux dire, si c'était une sorte de blague assez bizarre, je ne comprenais pas. Quand j'ai regardé mes fichiers, tout était normal. Tout était à sa place, et personne ne s'était connecté pour changer quoi que ce soit. J'ai vérifié les serveurs DNS, et ils fonctionnaient parfaitement bien. Rien n'était anormal. Mais il y avait toujours ce visage gonflé, avec la langue tombante, me regardant avec ses orbites vides. Et puis, j'ai remarqué un truc dont je me demande comment j'avais fait pour ne pas le voir avant. En regardant de plus près, l'image de ce visage n'était pas vraiment pixelisée. Elle était faite de lettres minuscules de code HTML qui coloriaient chaque partie de l'image. Le même mot, encore et encore. Funny Mouse, Funny Mouse, Funny Mouse, Funny Mouse. Dans un grand amas d'absurdités. Je me sentais comme renversé sur l'écran. J'ai débloqué son adresse mail et je me suis mis à lui écrire un message très profond et menaçant. À ce moment-là, je m'en foutais un peu du site. Je voulais juste tout faire sortir de ma poitrine. J'avais l'impression de contrôler la situation. Avant que je puisse finir le message, j'ai eu cet étrange sentiment à nouveau. Non, ça ne se peut pas. Le sentiment où vous savez que vos actes deviennent absurdes, mais en même temps, vous savez que vous avez raison. J'ai arrêté les menaces de mort, et j'ai regardé ma boîte de réception. Je vois ton superbe visage. Salut, copain. Viens. Salut. Salut. Je veux pas ne pas. Non seulement le sentiment que j'avais eu quand il m'a envoyé un mail à la minute où j'ai bloqué était correct, mais on aurait dit qu'il m'avait envoyé des mails continuellement depuis que je l'avais bloqué. 10 autres messages sont arrivés dans le laps de temps qu'il m'a fallu pour répondre. Arrête, putain! J'avais un mal de tête à cause du stress. Mon cœur battait la chamade. Pas de peur, mais de rage. C'était probablement la personne la plus exaspérante du net, et c'est beaucoup dire. Heureusement, les messages se sont arrêtés. J'ai essayé de me calmer, de respirer profondément, mais ça ne semblait pas marcher. J'étais encore très énervé. Lentement et méthodiquement, je lui ai envoyé un autre message. Salut. Je ne comprends pas ce que tu dis, et je ne comprends pas ce que tu veux. Je pense qu'il y a une barrière entre nous. Est-ce que ta première langue est le français? Je pense que tu as fait quelque chose à mon site, et j'aimerais bien que tu répares ça. Si tu es en colère contre moi,
Je n'avais pas l'intention que ça arrive. Tu as peut-être mal compris ce que j'ai dit, ou ce que je voulais dire. S'il te plaît, restaure mon site, et séparons nos chemins. Merci. J'ai pensé à comment j'avais surmonté ma colère, et que cette réponse était vraiment la meilleure façon de s'y prendre. Cette personne comprendrait ce que je voulais dire. Il se rendrait compte de l'erreur qu'il avait faite. Je me suis calmé. Tout allait bien se passer. Alors, j'ai attendu. J'ai pété les plombs. J'ai pété les putains de plombs. J'avais pourtant été clair. J'ai frappé le moniteur avec ma pomme. J'ai frappé mon bureau. Ça m'a énervé encore plus. J'ai cogné mon poing sur mon clavier jusqu'à ce que les touches s'envolent. J'ai hurlé dans un mélange de frustration et de colère avec moi-même. J'ai ragé sur la situation et j'ai claqué la porte de ma chambre. J'ai crabouillé tout ce que j'avais sous la main. Pendant aussi longtemps que mon énergie l'a permis, j'ai perdu mon temps à ça. J'aurais pu mettre le feu à ce putain d'endroit si j'avais eu un briquet sous la main. Cette nuit-là, j'ai regardé le plafond pendant ce qui m'a semblé être une éternité avant de trouver le sommeil. Alors que j'attendais, je savais que j'allais faire un cauchemar. Je le savais. C'est ainsi que ma chance allait. Imaginez ma surprise. Même dans mon sommeil, au lieu de choses horribles, j'étais dans un endroit sûr. Les bois. Je me suis posé dans l'herbe, encore une fois. Je me sentais détendu. Je savais, même mon subconscient le savait, que tout irait bien. Peu importe ce que la vie me jetterait à la gueule, le monde irait. Rien n'était permanent. Tout était en transition. Personne ne pouvait arriver jusqu'à moi. Je le sentais se tortiller contre mon cou. Non, rien ne pouvait gâcher ce moment. J'ai ignoré le verre, il s'en irait. Je sentais ce mouvement sur ma bouche. Je ne pouvais pas me réveiller. Toutes les autres fois, j'avais été en mesure de me réveiller, mais il semblerait que cette opportunité fût passée. Mais ce n'était pas un verre, c'était un doigt, puis un autre, puis 4, gluants, se tortillant autour de mes dents en serrant ma mâchoire inférieure. Ça ne me faisait pas mal, c'était juste comme une sorte de pop. Plus de pression que de douleur. C'était rapide. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, c'était fini. Puis, j'ai pu me forcer à me réveiller. Je me suis assis et j'ai vu que mes pieds étaient complètement dans l'obscurité. À tâtons, je suis allé jusqu'à la salle de bain. Là, j'ai finalement allumé la lumière. Je me tenais devant le miroir, me frottant les yeux comme si j'étais aveuglé par la lumière. J'ai regardé dans le miroir pendant de longues minutes, sans réaction, sans sentiment, sans pensée. Et puis, j'ai souri. J'ai souri du mieux que j'ai pu, en voyant ma mâchoire cassée, qui pendait autour de mon cou. Ma langue se prélassait, paralysée, comme une limace gluante. Mes dents n'étaient pas enracinées. Je pouvais les retirer une par une à main nue, avec la même douleur qu'une piqûre de moustique. J'ai ri, d'un ton similaire à celui du gargouillement de l'eau dans un égout. J'ai ri. Quel superbe visage, quelle drôle de bouche. Une drôle de bouche, une drôle de bouche, drôle de bouche, drôle de bouche. Je vois ton superbe visage. Ne sois pas triste à propos de ça. Eh mais bordel, tu étais où? Salut? Charles? J'ai su que je l'aimais à l'instant où j'ai posé mes yeux sur lui. C'était un bâtard. De quelle race? Le centre d'adoption n'en était pas sûr. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait été déposé là, un jour, en relativement bonne santé. Il avait environ 5 mois, comme ses frères et sœurs qui avaient été amenés avec lui. À la base, je l'avais acheté pour le 9e anniversaire de ma fille. Elle voulait un chiot depuis que sa meilleure amie en avait eu un. Après beaucoup d'efforts pour me convaincre, je me suis finalement retrouvé au refuge. Ma fille n'était pas au courant, après tout. C'était censé être une surprise. En tant que parent, je peux dire que je vis pour la façon dont ses yeux se sont illuminés de joie quand elle a ouvert la boîte. La minuscule boule de poils frétillante a trouvé son chemin vers son cœur, comme elle l'a fait pour le mien. Elle l'a rapidement nommé Marvin, comme son poisson rouge qui était décédé récemment. Tous ses amis en balbutaient de jalousie, tandis que ma femme m'a jeté un regard de travers.
Elle n'était pas aussi emballée que moi par l'idée d'adopter un chiot. Le temps a passé, et puis ma fille s'est prise de passion pour les boys bands et la mode. Elle n'avait pas le temps de s'occuper du pauvre Marvin, et ma femme ne voulait rien avoir à faire avec lui. Alors c'est sur moi qu'est tombée la responsabilité. C'était un travail épuisant au début, avoir constamment à le nourrir et à l'emmener se promener. Mais après un certain temps, c'est devenu la routine. Marvin a été propre très jeune, il a vite appris à ne faire ses besoins qu'à l'extérieur de la maison. Bientôt, mes balades quotidiennes avec Marvin étaient devenues si normales que je me sentais vide sans elle. Il ne courait jamais, sauf si je le faisais aussi. Et contrairement aux autres chiens, il ne semblait pas intéressé par les écureuils et les lapins, préférant rester à mes côtés. Il était très docile, n'aboyant jamais sur les passants occasionnels ou sur une voiture solitaire traversant la route. On en est arrivé à un point où je lui faisais suffisamment confiance pour le sortir sans laisse. Tous les enfants du quartier le connaissaient et venaient le caresser quand il jouait dehors. Ce qui est assez rare de nos jours. C'était vraiment une créature adorable, enfouissant sa tête dans leurs mains et léchant espièglement leurs doigts. Sincèrement, c'était le meilleur des chiens. Quand nous rentrions à la maison, j'ignorais ma femme qui se plaignait du fait que je passais plus de temps avec le chien qu'avec elle. Je commençais à me demander si l'épouser n'avait pas été un mauvais choix. J'ai pensé au divorce, mais il y avait trop de paperasse. Je ne nourrissais Marvin qu'avec la meilleure marque de nourriture pour chien et une tonne de friandises. Je savais que je le gâtais, mais qui ne le ferait pas avec un chien aussi génial que lui? Marvin dormait dans mon lit, se révélant être un vrai chauffe-pied, spécialement pendant les froides nuits d'hiver. Il sautait dans le lit avec moi et ne gigotait pas, ni ne mettait de bordel sur le lit. Étonnamment, il ne s'étalait pas trop sur le lit, alors je n'avais pas à le nettoyer trop souvent. Sincèrement, c'était le meilleur des chiens. Tous les voisins qui envisageaient d'adopter un chien venaient me voir, admirant comme Marvin était bien élevé. Quand il lui disait de s'asseoir, il le faisait. Quand il lui demandait de donner sa patte, il obéissait. Ils étaient d'accord avec moi pour dire que vraiment, c'était le meilleur des chiens. Mais les bonnes choses ne durent jamais. Une nuit fatidique, ma femme a été kidnappée et présumée assassinée à cause de l'énorme quantité de sang qu'ils ont trouvé sur les draps. Ils ne parvenaient pas à trouver le tueur. Et moi, bien sûr, j'étais dévasté. Pour empirer les choses, j'ai perdu mon plus fidèle compagnon et ami. Je faisais marche arrière dans l'allée pour aller prendre quelques courses au supermarché. Quand dans mon chagrin, je n'ai pas fait attention à Marvin. Du moins, c'est ce que j'ai dit à ma fille quand nous l'avons enterré dans l'arrière-cour. Les policiers ont commencé à me poser des questions sur le meurtre de ma femme. Ils savaient que nous n'avions pas une très bonne relation et j'étais leur principal suspect. J'étais profondément blessé, mais je leur ai promis de fouiller ma maison quand même. Ça faisait peur à ma fille. Des policiers dans notre maison accusant son père d'être un meurtrier. Elle allait sûrement en faire des cauchemars plus tard. Ces hommes grossiers donnant des cauchemars à ma fille. Si seulement Marvin était là pour rendre les choses plus supportables. Leurs chiens les ont menés droit vers la terre fraîchement creusée dans l'arrière-cour. Quand ils m'ont demandé ce qui était enterré là, je leur ai dit solennellement que c'était Marvin. Ils ont insisté pour déterrer la dernière demeure de Marvin. Et même si j'étais contre, je les ai laissés faire. J'espérais que ma fille ne saurait pas qu'il le dérangeait. Un si bon chien mérite de reposer en paix. Quand ils ont vu furtivement sa fourrure dorée, sous la saleté, ils ont décidé qu'ils étaient satisfaits et l'ont réenterré. J'ai souri quand ils ont quitté notre maison en pensant que je n'étais pas le tueur. La police avait vraiment des chiens stupides. Ils n'ont jamais pensé à vérifier ce qui était enterré 4 pieds sous Marvin. Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avons vécu à Rhode Island quand j'avais 8 ans, et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège à Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont enracinés à Rhode Island, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu quand j'étais plus jeune. La plupart de ces souvenirs ne sont pas clairs et sont inutiles. Par exemple,
moi poursuivant un autre garçon dans la cour d'une maison dans la Caroline du Nord. Ou alors, moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avons loué dans la Pennsylvanie, etc. Mais certains souvenirs restent clairs comme le verre, comme si c'était hier. Je me demande souvent si ce ne sont que des simples rêves produits par la maladie dont j'ai été atteint ce printemps-là. Mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison juste en dehors de la bruyante métropole de New Vineyard, dans l'état de Maine, population 643. C'était une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y a un certain nombre de pièces que je n'ai pas visitées durant les 5 mois où nous y avons résidé. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace, mais c'était la seule maison sur le marché qui était à moins d'1 heure du lieu de travail de mon père. Le jour après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin a dit que j'avais une mononucléose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos et encore de la fièvre pour encore au moins 3 semaines. Ce n'était vraiment pas le moment de rester au lit. Nous procédions à l'emballage de nos affaires pour redéménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes choses étaient déjà emballées dans les boîtes, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse et des livres plusieurs fois par jour, et ces derniers servaient en tant que ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Je ne me rappelle pas exactement comment j'ai rencontré Mr. Winmouse. Je pense que c'était environ 1 semaine après que j'ai été diagnostiqué. Mon premier souvenir de la petite créature est moi, lui demandant si elle avait un nom. Il m'a dit de l'appeler Mr. Winmouse, parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand, en comparaison à son corps. Sa tête, ses yeux, ses oreilles courbées, mais sa bouche était sans doute la plus grande. « Tu ressembles à un Furby », ai-je dit, alors qu'il tournait les pages d'un de mes livres. Mr. Winmouse m'a envoyé un regard perplexe. « Furby ? C'est quoi un Furby ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Tu sais, le jouet, le petit robot avec des grandes oreilles. Tu peux le caresser et le nourrir comme un vrai animal. Oh, Mr. Winmouse a continué de tourner les pages de mon livre. tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la même chose qu'avoir un vrai ami. Je me souviens que Mr. Winmouse disparaissait chaque fois que ma mère me payait une visite. Je suis sous ton lit. M'a-t-il plus tard expliqué. Je ne veux pas que tes parents me voient, car j'ai peur qu'ils ne nous laisseront plus jouer. Nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Mr. Winmouse a juste regardé mes livres, fasciné par les histoires et les images qui s'y trouvaient. Le 3e ou 4e jour après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire. J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer. A-t-il dit. Nous devons attendre que ta mère soit venue, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. Après que ma mère soit venue me donner des livres et du soda, comme d'habitude, Mr. Winmouse est sorti de sa cachette et m'a pris par la main. Nous devons aller dans la pièce, au bout de ce corridor, a-t-il déclaré. J'ai refusé, puisque mes parents m'ont interdit de sortir du lit sans leur permission. Mais Mr. Winmouse a insisté jusqu'à ce que j'accepte. La pièce en question n'avait ni meuble, ni papier peint. Sa seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur en face de la porte. Mr. Winmouse s'y est précipité et lui a donné une poussée ferme, l'ouvrant. Il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais elle était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages dû à l'inclinaison. J'aime jouer à faire semblant ici. A expliqué Mr. Winmouse. Je prétends qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre. Et je saute. Si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essaies. J'étais un garçon de 5 ans qui faisait de la fièvre. À l'heure seule, un flash scepticisme a traversé mon esprit, alors que je regardais en bas en considérant la possibilité. « C'est où ?» ai-je dit. Mais c'est ce qui est amusant. Ce ne serait pas amusant si ce ne serait pas où. Tu ferais bien sauter sur un vrai trampoline pendant que tu y es. J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber dans le vide pour ensuite rebondir sur quelque chose d'invisible par l'œil humain. Mais le réaliste en moi a pris le dessus. Peut-être une autre fois, ai-je dit.
Je ne sais pas si j'ai assez d'imagination. Je pourrais me faire mal. Le visage de Mr. Winmouse a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé place à la déception. Si tu le dis. A-t-il soufflé. Il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une souris. Le matin suivant, Mr. Winmouse est arrivé en tenant une petite boîte. Je veux t'enseigner à jongler. A-t-il annoncé. Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner avant que je te donne des leçons. J'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux. Mes parents vont me tuer! Ai-je crié horrifié que Mr. Winmouse ait apporté des couteaux dans ma chambre. Objet que mes parents ne me laisseraient jamais toucher. Je recevrai une fessée et je serai puni pour 1 an. Mr. Winmouse a froncé les sourcils. C'est amusant de jongler avec. Je veux que tu essaies. J'ai repoussé la boîte. Je ne peux pas. J'aurai des problèmes. Les couteaux sont trop dangereux pour être simplement lancés dans les airs. Mr. Winmouse a froncé les sourcils de plus belle. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit et y est resté toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. J'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. Mr. Winmouse me réveillait souvent la nuit, disant qu'il avait mis un vrai trampoline sous la fenêtre, un que je ne pouvais pas voir dans la noirceur. Je refusais toujours et essayais de me rendormir. Mais Mr. Winmouse insistait. Parfois, il restait près de moi jusqu'à tôt le matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère est venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir me promener à l'extérieur autour de la maison. Elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confiné dans ma chambre pour si longtemps. Tout excité, j'ai mis mes baskets et j'ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage. Mr. Winmouse m'attendait. Il y a quelque chose que je veux que tu vois. A-t-il dit. J'ai dû le regarder bizarrement parce qu'il a ensuite dit « Il n'y a pas de danger. Je te le promets. » Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier qui allait dans les bois derrière la maison. C'est un chemin important. A-t-il expliqué. J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils étaient prêts, je les emmenais à l'autre bout du sentier, à un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt, mais un jour j'espère que je pourrai t'y amener. Je revenais à la maison tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout du sentier. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos affaires a été installé dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père pour le long voyage jusqu'en Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à Mr. Winmouse que je m'en allais. Mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ. Mon père et moi-même étions dans le camion à 4 heures du matin. Il espérait se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner le lendemain avec l'aide d'une ration de café infinie et d'une caisse de boissons énergisantes. Il avait plus l'air d'un homme qui allait courir un marathon plutôt qu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. « C'est assez tôt pour toi ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et placé ma tête contre la vitre, espérant pouvoir dormir un peu avant que le soleil ne se lève. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. « C'est la dernière fois, fiston, je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, malade comme tu as été. Lorsque papa aura eu sa promotion, nous pourrons nous relaxer et tu pourras te faire des amis. » J'ai ouvert mes yeux alors que nous sortions du stationnement. J'ai vu la silhouette de Mr. Winmouse dans la fenêtre de ma chambre. Il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion sorte dans la rue. Il m'a tristement envoyé la main, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ai ignoré. Des années plus tard, je suis revenu à New Vineyard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide, excepté la fondation de la maison, qui avait pris ce feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré Mr. Winmouse. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie. Mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. Le sentier menait au cimetière mémorial de la ville. J'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants.
Je suis très inquiet pour mon fils. Plus qu'inquiet, terrifié. Ses agissements de ces dernières semaines ne sont pas normaux. Ils sont malsains. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Au début, il venait se poster sur le seuil de la porte. Il le faisait la nuit, juste avant que je m'endorme. Je me tournais pour éteindre la lampe, et il était là, sur le pas de la porte. Bien sûr, j'ai essayé de lui parler, mais je ne le fais plus. Il ne m'a jamais répondu. Il ne faisait que me regarder fixement. Il y a quelques jours, il a progressé. Il ne reste plus sur le pas de la porte. Il vient maintenant s'asseoir sur le lit. Il ne parle pas. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Je lui ai demandé si quelque chose le préoccupait. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être aussi silencieux. Généralement, il attend que ma femme s'endorme. C'est ça qui me choque. Elle s'endort avant moi, et il n'est jamais venu quand elle était réveillée. Elle n'est pas impliquée. Je ne sais pas ce que je vais faire si ça continue comme ça. Je commence à me demander s'il sait que c'est moi qui l'ai tué. L'insomnie, l'impossibilité de dormir, ce moment de transition entre conscience et inconscience. Le stress cause la perte de sommeil. Qui cause le stress? Une très grande partie de l'insomnie vient du stress. Notre exemple serait un adolescent avec un déficit d'attention et un problème d'anxiété. Son traitement est de très haute dose, et les médicaments contre les déficits de l'attention, comme le Vyvanse et l'Adderall, sont des stimulants, ce qui veut dire qu'ils vous tiennent éveillé. Il a souffert de perte de sommeil et d'insomnie par le passé, et a appris à vivre avec. Nous allons tester sur lui un stimulant et un dépresseur, et étudierons les effets sur son psyché. Procédure. Pour le premier test, nous l'avons tenu éveillé de 6h du matin jusqu'à minuit. Ses signes vitaux étaient normaux, et il se concentrait à ses dessins. Le dépresseur utilisé dans cette expérience est de l'alcool à 40%. Le sujet a pour habitude de boire en petite quantité, et le stimulant, du Vyvanse en 50 mg. Tout à fait normal. Le sujet les prend ensemble à minuit 3. Minuit 49. Le sujet rapporte des vertiges légers. L'alcool prend effet. 1h32. Les dessins du sujet deviennent plus abstraits et il commence à éprouver des difficultés à la parole. 2h14. Le sujet ressent une légère fatigue. 4h27. Le sujet se rend compte de l'heure et décide d'essayer de dormir. 4h42. Le sujet éprouve des difficultés au sommeil, se retournant constamment. 4h58. Le sujet se plaint de maux d'estomac, montre un état de frustration causé par son manque de sommeil. Il est aussi victime de migraines. 6h22. Lever du soleil. Le sujet rapporte des vertiges, un déclin dans ses capacités motrices. Il devient verbalement agressif. 8h. Ses signes vitaux sont devenus fluctuants. Il lui est donné une autre pilule de Vyvanse en 50 mg. 9h22. Le sujet rapporte sentir comme neuf, prend une douche, fait un peu d'exercice, s'habille. 10h14. Le sujet allume l'ordinateur. 10h23. Le sujet rapporte que l'intensité des migraines augmente, éteint l'ordinateur, ferme les yeux, se masse le front. 10h37. Le sujet est en état d'irritation visible, sa colère augmente. 10h44. Le sujet commence à trembler de façon incontrôlable, fait les 100 pas dans la pièce. 11h03. Le sujet s'arrête, s'assoit. Il apparaît de nouveau relativement calme. 11h08. Le sujet commence à marmonner incompréhensiblement en se frottant les mains. 11h26. Le sujet est silencieux. Il retourne sur l'ordinateur. 11h31. Le sujet éteint l'ordinateur à nouveau, rapporte la même augmentation de l'intensité des migraines. 11h47. Le sujet essaye de dormir à nouveau. Le sujet échoue. 11h53. Le sujet commence à pleurer. Les pleurs deviennent des sanglots. Tout essai pour le consoler rencontre des accès de violence. Midi. Le sujet subit de nouveaux tests de signes vitaux. Lui est donné une autre pilule. Le sujet a dû être restreint pour les tests. Signes vitaux très fluctuants. Midi 14. Le sujet refuse d'ouvrir les yeux. Il respire, est conscient, mais dit, citation, « Si je ferme mes yeux, ils partent. Je ne veux pas les rouvrir. » Plusieurs essais à lui faire ouvrir les paupières ont été rejetés. A répondu avec hostilité. Midi 36. Le sujet commence à nouveau à sangloter.
Le sujet ouvre les yeux et vomit immédiatement sur le sol. Il s'arrête, ne pleure plus, tombe à genoux, et essayant de manger sa propre bile, l'étend sur ses mains, et essaie de le restreindre de tous contrés, par des cris et des violents balancements des bras. Nous avons battu en retraite. 12h42. Le sujet a enlevé tous ses vêtements et a vomi à nouveau. Le sujet a étalé du vomi sur les murs de la cellule, son torse, ses bras et ses organes reproducteurs. 12h44. Le sujet a commencé à se masturber en silence, couvert de vomi. Nos collègues à l'estomac plus solide ont pu le restreindre. Nous avons essayé de le rendre inconscient, mais il lui a été donné trop de stimulants. 12h57. Les poignets et chevilles du sujet ont été menottés à une table d'observation. Le sujet commence à hurler. 14h. Le sujet reçoit une autre pilule. 2 d'entre nous ont dû lui tenir la mâchoire ouverte pour lui enfoncer dans la gorge. 14h45. Signe vitaux vérifiés. Le cœur du sujet bat trop rapidement et il tremble. Ses cordes vocales commencent à lâcher. Le sujet est scanné à l'électroencéphalogramme. 15h. Les lectures des scans ne montrent rien d'autre que des ondes bêta. Le sujet est proche de sa limite physique mentale. Le sujet reçoit une autre pilule. 15h06. Le sujet se débat violemment dans ses restreintes. Le sujet garde la mâchoire violemment fermée et ses gencives commencent à saigner. Le sujet hurle à nouveau et ses cordes vocales inférieures lâchent pour de bon. 15h15. Le sujet ouvre les yeux. Le sujet reste parfaitement immobile et sa mâchoire est relâchée. Aucun signe de pouls. 16h30. Rapport officiel envoyé à la direction. Sujet 917-95 confirmé mort. Envoyez le prochain. Être médecin légiste est un travail qui demande d'avoir un estomac bien accroché. Et je vous conseille d'en avoir un, si vous tenez à savoir la suite. On est parfois confronté à des choses difficiles à regarder. Découvrir une collection de têtes d'enfants dans la cave d'un pédophile. Les restes d'une mannequin de 16 ans, dont le visage était pulvérisé par un fusil à pompe. Ou encore, la dépouille d'une toxicomane attachée à un lit, l'entrejambe ravagée. Ça fait mal au ventre. Et puis il y a ce genre d'affaires, qui nous font presque baisser les bras. On voit ça, et on a envie de jeter l'éponge. C'est à se demander si on ne vit pas dans un monde de tarés. C'était il y a 3 mois. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Les policiers m'ont appelé, et j'ai débarqué sur une scène de crime avec mon armée de techniciens. Vous savez, ceux qui sont en tenue blanche et qui repèrent les moindres indices susceptibles de faire avancer l'enquête. On est arrivé dans un immeuble miteux. Et comme l'ascenseur était en panne depuis probablement des années, on a gravi les marches jusqu'au 4e étage. J'ai su qu'on aurait du travail dès qu'on est arrivé au 3e. Je l'ai su, à cause de l'odeur. Ceux qui n'ont jamais senti la puanteur de la mort ne peuvent pas savoir ce que sent véritablement un cadavre en putréfaction. Cette odeur de viande avariée, de métal rouillé quand il y a du sang, et de merde, parce que les sphincters sont relâchés au moment du décès. Il est fort probable que vous vomissiez en le sentant pour la première fois. C'est cette odeur qui avait conduit les voisins à appeler la police. Ici, disait-il, ça pue tout le temps, mais cette fois-ci, c'était pire que tout. Et bordel, je les crois. En 11 ans de carrière, jamais je n'ai senti une pareille odeur. Elle émanait d'un de ces tout petits appartements, pour étudiants, qui ne comportent que 2 ou 3 pièces. Une salle de bain qui fait également toilette, et un salon salle à manger. Chambre à coucher, tout en un. Les rideaux étaient fermés. La seule lumière de la pièce provenait d'un poste de télévision qui diffusait des dessins animés. Le sol était constitué de boîtes de conserve et de bouteilles de soda vides. Mais surtout, c'est dans cette pièce qu'avait été installé un lit king size, sur lequel gisait l'homme le plus gros que j'ai vu de toute ma vie. Lorsque vous parle d'obésité, vous imaginez des gens dont le poids avoisine les 100 kilos, 150 au maximum, mais pas davantage. Je veux que vous ayez bien en tête le volume que représente un homme de 150 kilos, pour que vous puissiez appréhender ce que représente un homme de 348 kilos. Un énorme tas de peau distendue et repliée sur elle-même. Un visage bouffi qui n'avait presque plus rien d'humain. Une absence de cou et des membres plus larges que longs. Il devait être mort depuis une petite semaine, mais l'abondance d'escarres sous son corps et entre les plis de sa peau
avaient constitué des nids douillets dans lesquels se développaient larves et asticots. Ses pieds avaient depuis longtemps déjà été touchés par une gangrène, et il ne restait de ses orteils que des os entourés de chair noire. Une main potelée était posée sur une télécommande qui permettait de changer les chaînes de la télévision. À sa droite, était installé un frigo qui ne contenait que des condiments et des sodas. Le congélateur, presque aussi grand que le frigo, contenait des pizzas surgelées et des crèmes glacées. À sa gauche, était branché un four à micro-ondes, et devant lui, était branchée une caméra sur un trépied. Les analyses de sang ont révélé une glycémie 6 fois supérieure à la normale, et des traces de médicaments contre l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'insuffisance rénale et des antibiotiques. Le reste de l'autopsie a révélé un décès par arrêt cardiaque, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il portait les traces d'un double pontage coronarien. Ses vaisseaux sanguins étaient saturés de graisse et son foie sur le point de rendre l'âme. Sa masse musculaire était ridicule par rapport à sa masse graisseuse et ses os auraient été incapables de le soutenir debout sans céder. Dès lors, qui remplissait son frigidaire? Qui faisait sa toilette? Mais surtout, qui avait branché cette caméra? Les images que filmait cette caméra étaient enregistrées sur une carte mémoire de 1 Tera. Le fichier vidéo s'appelait Romeo114.mkv. J'ai visionné la vidéo pour les besoins de l'enquête, mais j'aurais préféré ne pas le faire. En le faisant, je me sentais mal, comme sali par cette expérience. On y voyait la victime, ou du moins son ventre et ses jambes, le reste étant caché, passer d'une chaîne à une autre, la main fourrée dans un paquet de chips. Lorsque le paquet fut terminé, un son aigu sortit de sa bouche et une silhouette féminine apparut. Je ne saurais dire en fait si c'était une femme, car si elle avait en effet une poitrine de femme, ses bras étaient ceux d'un homme. Elle était vêtue d'une blouse d'infirmière et portait un masque en caoutchouc représentant une femme blonde. Elle a ouvert le frigo, en a sorti une bouteille de soda et a versé une partie de son contenu dans la bouche de la victime à l'aide d'un entonnoir. Lorsque la main de la victime s'est agitée, elle a retiré l'entonnoir et a remis la bouteille dans le frigo. Ensuite, elle est repartie. Une autre plainte aiguë, et voilà l'infirmière de retour pour réchauffer une pizza, des pâtes, ouvrir un paquet de chips, verser du soda, le torcher, le faire uriner dans une bouteille ou remplacer les piles de la télécommande. Et ce, jusqu'à ce qu'il s'endorme. On entend alors la porte de l'appartement se fermer à clé. La vidéo continue cependant, jusqu'à son décès. Spasmes, allaitement, et puis écoulement diarrhéique sur le lit. Le lendemain matin, l'infirmière arrive vers 6h30 et constate l'état de son patient. Elle sort alors un smartphone et entreprend de photographier son visage, son ventre, ses mains, le dessous de ses bourrelets, ses escarres et sa gangrène en gros plan. Ceci fait, elle claque la porte derrière elle et ferme à clé. La caméra continue d'enregistrer jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine, c'est-à-dire moins d'1 heure avant notre arrivée. Je suppose que le propriétaire de la caméra aurait dû venir la chercher, mais que l'arrivée de la police l'en a empêché. J'ignore ce qu'il ou elle aurait voulu faire de ce fichier, mais j'imagine sans peine que sur une sorte de réseau parallèle, ou peut-être le dark web, quelques personnes à l'esprit dérangé n'auraient pas hésité à mettre le prix pour voir la déchéance de cet homme. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas résolue. L'appartement n'appartenait plus à personne depuis presque 3 ans, les factures d'électricité et de télévision étaient au nom du voisin, un vieillard de 86 ans, et personne ne sait qui est la victime. Romeo114.mkv devait être la dernière vidéo d'une longue série montrant la déchéance probablement volontaire d'un homme jusqu'à sa complète assistance. Nous n'avons à ce jour aucune trace des autres vidéos.